J'ai gagné le Launchpad Binance. Ouais, j'ai dû la vendre 10-15 000. Il y a vraiment un moment, j'allais à l'école tous les matins en marchant parce que je prenais $100 par jour. C'est 40 000 mon prêt. Je me suis dit pourquoi je prendrais pas 20 000. Quand tout va bien, quand il y a de la liquidité qui rentre et tout, souvent il n'y a pas de problème. Quand t'as de l'argent presque gratuit, vaut mieux le prendre tout de suite. Moi, je vends pas grand chose. Moi, je suis arrivé, en fait, j'ai créé un projet NFT. Ouais. C'est vrai, je fais quoi avec cet argent? On devrait s'intéresser à ce sujet-là. Je ne vendrai pas d'Elrond. Moi, je crois en la technologie Elrond, malgré tout. Tu vas sur CoinMarketCap, tu vas dans IA, tu tombes sur Coin et c'est tout. Moi, à part BTC, vraiment, je mets dans rien. J'ai mon coiffeur qui me dit ah t'as vu les bitcoins. Les gens ils se disent bah je vais mettre en levier x2, je vais faire 2 fois plus de gains. J'ai toujours l'impression qu'on dit que ça va être différent et au final ça se passe toujours pareil. On voit de plus en plus les instits qui commencent à arriver dans le marché crypto. Et du coup moi je pense que je sortirai 90% de ce que j'ai juste avant les... Ok, du coup on se retrouve dans un nouveau podcast avec 2 invités qui ont une histoire assez cool. Donc Mathieu et Tom, comment allez-vous? Bah très bien et toi? Bah écoute, ça au va, top. Ça va, nickel. Nickel. On vient d'arriver à Malte. Ouais, c'est ça. On est d'arriver parce que là on tourne du coup à Malte et vous restez là pendant une petite semaine, c'est ça? À peu près, on part lundi. On repart lundi, voilà. Ouais. Ok. Donc, bah, écoutez, sympa. On va direct commencer par le parcours. Du coup, si vous pouvez vous présenter, je sais pas qui veut commencer, mais comme ça on a un petit Moi, peu je vais commencer. Vas-y. Bah, du coup, je m'appelle Tom. Moi, du coup, je suis ingénieur informatique de formation. J'ai fini il y a 1 mois. Donc, j'ai fait mes études à Lyon et je suis passionné de Web3 du coup depuis 2021. Et date à laquelle j'ai créé mon premier projet NFT sur Elrond, donc maintenant Multiversix. Et du coup, depuis ce jour, j'ai pas lâché les cryptos et j'essaie de créer plein de projets là-dedans. Et pas forcément, d'ailleurs on va parler d'un projet qui est un peu différent, mais du coup passionné par ça et j'ai envie de travailler là-dedans, voilà. Ok, trop cool. Et du coup, genre par rapport à ton parcours peut-être un peu scolaire ou quoi, t'as fait du coup des études en ingénieur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai fait du coup lycée bac S classique, prépa pour les grandes écoles entre guillemets. Et du coup je me suis retrouvé après les concours à CPE Lyon, une école d'informatique. Voilà, un peu parce que mes parents sont ingénieurs, du coup j'ai suivi le truc quoi. Vraiment pas beaucoup d'originalité, je trouvais pas forcément ce qui me plaisait, donc j'ai fait ça quoi. Voilà. Ok. Et du coup là t'as fini, t'en es où là? T'as fini tes études? C'est ça, j'ai fini mon master, je suis diplômé en novembre. Et maintenant je sais pas si je fais full entrepreneuriat ou je travaille, je prends un CDI classique quoi. Ok, voilà. Écoute, de toute manière on va en reparler je pense de la suite des projets et tout. Voilà. Et du coup toi Mathieu? Moi c'est Mathieu, pareil en fait avec Tom on se connaît depuis le collège. Ouais, c'est ça. Collège. Ok. Et donc on a un peu suivi la même voie, pareil, terminale S, prépa aussi. Ouais. Et donc moi j'ai intégré une école d'ingé, mais plus côté physique, mécanique, à Paris. Et j'ai fait 2 écoles différentes pour un master après. Ok. Et du coup là, en ce moment je suis ingénieur, parce que moi j'ai fini l'année dernière. Ingénieur dans le spatial, je passe les détails, mais je suis dans une start-up qui fabrique des fusées, quoi. Donc c'est assez cool. Et en parallèle, en fait, pareil, les cryptos, c'est un peu une passion. Je suis rentré dedans un peu grâce à lui. Il était là avant moi. Il m'a fait investir dans Elrond. Pas forcément. Pas de conseil d'investissement. J'ai acheté 3 NFT. Je les ai encore. Ça vaut plus rien. Le projet existe. Le projet existe. Hein. Ils sont encore là, mais bon, ça vaut plus grand-chose. Ouais. Mais ouais, passion, en vrai, crypto, passion, c'est le vrai premier investissement que j'ai fait, quoi, on va dire. Et donc, je suis toujours dedans. Je me renseigne encore. Après, à côté... un peu entrepreneuriat pour le projet qu'on a ensemble, où je m'intéresse, et à d'autres supports d'investissement aussi, mais c'est vrai que j'ai vraiment commencé dans les cryptos. Ok, et du coup vous avez quel âge? Je sais pas si vous l'avez dit. 24 aussi. 24 ans, ok. Ouais. Et vous êtes dans les cryptos depuis à peu près? Moi depuis fin 2021. 2021. Ouais, moi peut-être à peine après, peut-être début 2022 quoi. Donc vous arrivez plus ou moins au niveau de la bulle du top. Ouais, exactement. Moi je suis arrivé pile au bull run 2021. Voilà. Ok. Donc vous avez déjà vécu un peu toutes les premières erreurs et tout. Ouais. Toi oui, plus moi pas trop parce que en fait je suis vraiment au début je suis très resté un peu en dehors. Enfin, je regardais beaucoup ce qu'ils faisaient. Bon, j'ai acheté 2-3 NFT. C'est le seul truc qui est parti avec le bull run quoi, on va dire. Et en fait après moi là où j'ai vraiment commencé à acheter c'est bien plus tard. Mes premiers bitcoins il était à 15K. Ouais. Donc en fait je suis rentré. C'est rentré juste du au coup moment. Je suis rentré au très bon moment. Okay, vraiment, c'est incroyable. Mais donc non, j'ai pas tant d'erreurs. En fait, j'ai pas vraiment vécu un bear market. Ok. Du coup, faudra faire attention à ce cycle-là parce que souvent les premiers cycles chez les débutants, c'est là où tu fais tous les erreurs et du coup c'est le cycle d'après, le deuxième cycle où tu commences vraiment à faire des gains quoi. Toi, t'as vécu un cycle. Moi, je peux juste parler un peu du fait que oui, moi j'ai perdu pas mal. Ouais. Notamment que ça soit avec le projet qu'on a monté et que ça soit en perso. Surtout parce que en fait le problème qu'on a eu c'est que tu sais sur Elrond et comme plein de différents réseaux en fait on peut faire du stacking
sur des paires. Et du coup, en fait, quand tu bloques de la liquidité et que tu choisis pas forcément de prendre du stable en moitié, tu vois, du coup, tu perds beaucoup plus sur l'investissement de base. Donc, il y a des erreurs comme ça qui ont été faites. Après, pas mal d'NFT sur Elrond que j'ai réussi à vendre à temps, notamment pendant la période FTX, ce genre de choses. Mais après, j'ai quand même eu des petites surprises sympas avec Stephen. Stephen. J'ai fait des petits coups sur Stephen qui m'ont... J'ai eu des grosses pertes et des gros gains, donc ça m'a permis d'apprendre, quoi. Ok, et du coup, Stephen, au final, t'as su sortir rentable ou... Alors, Stephen, j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai gagné le Launchpad de Binance. Je sais pas si tu te rappelles de la paire ASICS. Mais du coup... Je sais plus c'était quoi les probas à gagner, mais... Il y avait vraiment très peu de gens. Ah, mais j'ai eu vraiment je sais plus, mais j'ai pris une paire et je me rappelle, j'ai dû la vendre 10-15 000 la NFT, quoi. Mais ça avait aucun sens. Aucun sens. Ah ouais. Bon, après, j'ai quand même reperdu aussi parce que je me suis dit, je vais racheter des paires avec, enfin une partie de paires, tu sais, pour... Il y a vraiment un moment, j'allais à l'école tous les matins en marchant parce que je prenais $100 par jour. Quoi, tu vois, ça n'avait aucun sens. Mais genre moi j'étais à Malte justement à ce moment-là et t'avais des mecs qui faisaient des tours des boîtes de nuit, tu vois. Genre le soir ils faisaient un tour, ils disaient ok on vient d'acheter une bouteille et du coup ils rachetaient et ça avait juste aucun sens. Genre les gens ils marchaient et ils gagnaient des centaines d'euros en quelques heures. Pour le coup ça me donnait envie de marcher. Quand même ça me. On va dire on va voir les bons avantages. Mais les bons côtés, mais c'est sûr que la bulle elle a explosé. La plupart, la plupart ont perdu. C'est le but d'une bulle, mais voilà, il y a énormément de gens qui ont perdu beaucoup. Mais du coup, toi, ça va, t'as su sortir quand même. J'ai su sortir. Honnêtement, je suis en positif sur Stephen, mais grâce au fait que j'ai gagné vraiment la chaussure. Mais c'est vrai que j'ai des potes à moi, c'est sûr qu'ils ont bien perdu leur investissement. Mais du coup, comme tu dis, on apprend des choses, hein, parce que maintenant, je suis beaucoup plus dans un projet. Tu vois, je préfère plus rester en coin classique. Voilà quoi. Ok, trop cool. Du coup, t'as déjà là, vu que t'as eu les erreurs, t'as bien accumulé durant la phase d'accumulation. Et là, t'es prêt pour. Ça a déjà bien commencé, mais t'es prêt pour ce boulot-ci, quoi. Ouais, pour le coup, j'ai pas mal accumulé. J'ai réussi à. Bah, du coup, on va dire, moi, j'ai fait 1 an en Suisse. Quand même, donc ça m'a permis de pas mal accumuler, même si j'étais en stage entre guillemets. Donc j'ai fait mes allocations et on est prêt. Bon, j'accumule toujours un peu, hein, mais j'ai fait ma grosse partie avant, quoi. T'as fait un crédit aussi, non? Ouais, j'ai fait un petit crédit, moi. En fait, on a tous les deux on a un crédit étudiant. Ok, ouais. Et moi je l'ai fait vraiment pour les études à la base. Il me fallait 10K pour... Je suis passé pour un... Je conseille pas du tout ce que je fais, après, je suis conscient, tu vois. Faites pas ça. Hypothéquer la maison, là. mais oui, même moi, j'avais fait un crédit à la base pour mes études. 10 000 pour la dernière année dans l'école. Et je sais pas, je me suis dit, pourquoi je prendrais pas 20 000 sur un crédit étudiant. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à qu'est-ce que j'en allais faire. Et c'est comme ça que j'ai acheté mes premiers bitcoins, en fait. Et tout, c'est que, comme c'est quand même sur un crédit à la base, j'ai pas voulu faire n'importe quoi. Et en fait, je me suis vachement axé sur l'apprentissage pour vraiment savoir qu'est-ce que j'achète, pourquoi, comment et quand est-ce que je vais le revendre, mine de rien, parce que voilà. Et donc c'est vrai que lui, en fait, il l'a fait aussi, mais bien après. Alors, après, moi, j'ai fait un crédit, mais ça faisait quand même longtemps que j'étais entre guillemets, longtemps dans les cryptos. Ça faisait bien 1 an et demi que je travaillais. En vrai, j'ai quand même travaillé un peu dedans. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, je fais tout. Alors, je dis pas que forcément je connais tout, mais je suis conscient de ce que je prends comme risque. Surtout que j'ai calculé quand même par rapport à mes mensualités que je vais avoir. Si demain j'ai mon travail d'ingénieur, ce ne sera pas un problème pour moi. De rembourser ça. Même si globalement je suis déjà là actuellement, même si je vends pas, actuellement je suis déjà en gain sur j'ai déjà presque remboursé mon prêt, quoi, globalement. Parce que à ce que j'ai compris, vous avez fait un prêt à un bon moment, quoi. Moi le Bitcoin était à 22 000 quand j'ai fait mon crédit, donc oui, c'est bien tombé, on va dire. Mais, je pense qu'il y a un peu de chance, c'est vrai aussi. Mais c'était un pari à faire, mais je pense que moi en tout cas de ma part, si j'avais pas fait ça, je sais que, comme je travaille depuis que 2-3 mois en tant qu'ingénieur, c'est-à-dire que j'aurais commencé à dégager de l'argent que 2-3 mois. Et donc, tous les bitcoins que j'ai achetés à 15K... Du coup, il y a une grosse partie de ton investissement qui est grâce à ce prêt, quoi. Ouais, clairement. Et faut être honnête, au début, mes parents... mon père, il comprend un peu, mais ma mère... Et bon, aujourd'hui, maintenant, quand je dis à la daronne, t'as regardé combien il était le bitcoin? Elle fait un peu une tronche, mais tu vois, elle dit, bon, ça va, j'ai pas fait de la merde. De toute façon, c'est toujours comme ça. Pour que les gens les acceptent, il faut voir des résultats. Bien sûr. Genre, moi, quand à 13 ans, j'ai dit à mes parents que j'allais investir dans le Bitcoin. Ça, c'est fort, c'est fort. Tôt, hein. C'était bien différent aussi. C'est fort. Mais ok, du coup, c'est des prêts de 15
15 000, vous avez dit, ou 10 000? Moi, 20 000. 20 000. Toi, t'as? Moi, en fait, il y a une partie il n'y a pas tout qui part en crypto. J'avais une partie du prêt parce que j'ai envie de faire du prêt parce que je vais dire le chiffre. Non, c'est 40 000 mon prêt. Mais il n'y a pas tout qui est parti en crypto. J'ai aussi mis un peu de traditionnel, finance traditionnelle et après des dépenses, moi de base, j'avais besoin à l'instant T. Surtout que globalement, les taux, pour un prêt étudiant, tu arrives à avoir des taux corrects. En fait, c'est ça. Je trouvais que. Moi, je sais qu'on m'a toujours dit, parce que j'ai des gens qui travaillent un peu, soit dans finance, genre de choses dans ma famille, que quand tu as de l'argent presque gratuit, il vaut mieux le prendre tout de suite. Et après, ça dépend pour faire quoi, évidemment, mais c'est quand même de l'argent sur lequel tu peux avoir des intérêts assez rapidement. Pour le coup, le crédit étudiant, c'est un peu donné, quoi. C'est des taux. Moi, j'ai pris 20 000, je dois rembourser 20 700, je pense. Ou 21 000 grand max. Mais ne faites quand même pas ça parce que. Bien sûr. Si écoutes ce podcast maintenant, ça veut dire que le cycle. Déjà, à ce moment-là, c'était très risqué quand le BTC était à 20K, mais là. Parce que nous, c'était en 2023. C'est ça, c'est 2023. Puis il y a une assurance aussi. Genre, derrière, mine de rien, notre taf initial, c'est ingénieur. Et aujourd'hui, un crédit, même à 20 000, quand t'es ingénieur, ça passe, quoi. Ok. Donc on ne conseille pas non plus. Non, toujours pas. On conseille pas. Ok, et du coup, pas de conseil d'investissement, de toute manière. Et du coup, vous avez déjà commencé à prendre des profits ou pas encore du tout sur le cycle? Alors, vas-y, tu veux Moi, commencer? j'ai un tout petit peu. En fait, je m'étais fait un plan par rapport à toutes les cryptos que j'ai achetées. Et pour BTC et ETH, je sais que quand on allait faire un nouveau plus haut, donc un nouvel ATH, je sais que je voulais retirer une petite partie. C'est bien. Donc j'ai retiré 15% de ce que j'avais en BTC. ETH, on l'a pas encore fait, du coup, donc j'ai pas retiré. Mais c'était un peu le plan que j'avais. Après, j'ai différents steps, mais c'est le seul truc que j'ai retiré. Le reste, j'ai même continué à acheter, en fait, pendant ce temps-là, quoi. Moi, je vends pas grand-chose. En vrai, pour l'instant, j'ai presque rien vendu. J'ai juste vendu 2-3 alts. Genre, j'ai notamment vendu peut-être Arbitrum quand il avait pété, ou ce genre de choses. Mais je garde toujours un petit bag de partout. Genre vraiment, pour l'instant, j'ai pas envie de vendre. En fait, je me dis, de toute façon, le premier que je vendrai, c'est Bitcoin. J'ai mes targets. Et ça découlera après les alts, de toute façon. Même si en ce moment, c'est vrai que les alts, ils prennent un peu. La première erreur la plus courante des débutants, c'est de pas vendre, tu vois. Tu peux monter à, je sais pas, à 100 000, à 200 000, mais si au final, tu te retrouves avec 50 000 parce que t'as pas vendu, c'est vrai. C'est moins ouf. Mais moi, c'est ma frère. Moi, je fais un plan pour vendre parce que je peux pas me permettre de pas vendre, en fait. Mais vraiment. En plus, parce qu'on a le crédit, mine de rien. J'ai des attentes, en fait. J'ai des objectifs et j'ai des attentes. Je sais quand je les atteindrai, il faudrait que je sorte. Et du coup, t'es 15% plus ou moins que t'as retiré, c'est ça, tu m'as dit? De BTC, tu en as profité pour déjà commencer à rembourser ton prêt ou juste tu fais avec? Non, le prêt, j'ai même pas encore commencé à le rembourser. Je commencerai fin d'année là. Ok, ça marche. Donc non, pour l'instant ça va. Ok. Et du coup, vous vivez en France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, en vrai, de base, nous deux, on est à côté de Marseille. Entre Aix-en-Provence et Marseille, dans un petit village. Et moi, j'ai vécu là mes 4 dernières années à Lyon, entre Lyon et la Suisse, en gros. Voilà. Et moi, pareil, Marseille, jusqu'à mes 18 ans, même 20 ans. Et après, les écoles d'ingénieurs à Paris. Et là, je taffe à Paris aussi. Donc, ça change un peu, Ouais, du coup, là, toi, tu as déjà ton taf et tout. Genre, sûrement que t'es bien implanté dans la France, quoi. Genre, vous avez déjà vu un peu la possibilité autre part ou quoi? Je sais pas, bien sûr, on voit toujours l'air qui est. C'est vrai que moi, du coup, j'ai fait un an en Suisse et j'ai beaucoup aimé la Suisse. Déjà, pour le cadre de vie, moi, j'aime bien tout ce qui est montagne et tout. Donc, j'habitais pas loin du lac Léman. Donc, franchement, c'était vraiment sympa. Et après, c'est vrai que le cadre, déjà. On va être honnête, tout ce qui est fiscal pour les crypto-monnaies. Moi, j'ai un ami qui vient d'aller en Suisse. C'est vrai que là, il vient d'avoir son CDI. Demain, il peut retirer ses cryptos. C'est bon, c'est officiel. Et c'est vrai que, voilà. Donc sur ce point-là, ça m'attire pas mal. Et après, je suis pas fermé. Moi, vu que j'ai pas forcément de CDI tout de suite, je suis pas fermé à bouger. Et on visite. C'est pour ça aussi qu'on est à Malte. On visite un peu des endroits. C'est important. Ça ouvre une ouverture d'esprit et puis voir aussi les possibilités. Parce que si tu restes chez toi, tu sais pas ce qu'il y a ailleurs. Donc, non, mais en fait, puis on sait qu'il y a plein d'opportunités à l'étranger, même pour travailler, que ce soit si tu restes dans l'industrie classique ou que tu es un peu plus entrepreneur. Mais c'est vrai que moi, pour l'instant, c'est vrai que j'ai un peu set up ma vie à Paris pour commencer parce que tout s'est bien agencé, on va dire, pour que ça commence comme ça. Après, je suis pas du tout fermé. Je sais que, mais mine de rien, même par rapport un peu aux crypto-monnaies, on y réfléchit parce que la France, c'est quand même compliqué. Donc, disons que si on veut faire quelque chose après de notre sortie de bull run, si ça se passe bien, ça va être compliqué, quoi. Donc ça se réfléchit, quoi. On regarde un peu ce qui se fait, on va te suivre. Ok. Mais c'est sûr. Et puis après, je pense que quand on a des attaches à Paris, que ce soit un boulot ou je sais pas, des enfants, une famille et tout, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai. Mais si tu travailles, si t'as un travail qui te permet de faire ça n'importe où, autant aller explorer les possibilités, quoi.
Ok. Et du coup, au niveau, j'en reviens un peu plus crypto, vous êtes formé, est-ce que vous êtes formé comment, avec du payant, du gratuit comment ça s'est passé? Moi, je me suis vraiment formé déjà sur le tas parce que je suis arrivé du coup. Moi, je suis arrivé, en fait, j'ai créé un projet NFT. C'est-à-dire que je suis arrivé parce que en fait, j'ai un pote à moi, il a créé un projet NFT avant moi sur Elrond, ça a bien marché. Et avec des potes, on s'est lancé, on avait un dev et on s'est lancé dans le truc. Et j'ai vraiment tout appris sur le tas. Donc, on fait beaucoup d'erreurs évidemment, mais on a appris beaucoup de choses sur le tas. Et sinon, c'était classique Hasher. Voilà, on va pas. Ouais, c'est vraiment Hasher et aussi des gens comme Iril, des gens voilà. Mais que du gratuit moi pour le coup. Moi gratuit aussi pas mal. Un peu avec lui, enfin j'ai plus suivi son projet de loin. Donc mine de rien, la façon dont comment ça fonctionne et tout, c'est la première fois que tu découvres comment fonctionne un peu l'univers des cryptos, comment les projets se montent. Ce qui joue un rôle énorme quand même parce que ça te permet de savoir comment les gens fonctionnent quand tu as des nouveaux projets qui arrivent. Tu arrives vite à trier, tu vois, qu'est-ce qui est un scam, qu'est-ce qui est pas, tu le vois quoi. Donc ça, et après, pas mal YouTube en rien. Parce qu'il y a plein de créateurs de contenu qui proposent du vrai contenu très éducatif. Après, moi, surtout, je pense là où j'ai le plus appris, c'est avec Alan Trading. Franchement, bon, lui, il fait partie trading. Mais mine de rien, dans la façon comment c'est fait, tu découvres l'écosystème des cryptos. Il y a beaucoup de macro, il y a beaucoup de finances en général, pas que du trading pur et dur. Et donc, j'ai vachement appris aussi avec Alan Trading. Mais je suis dans son Discord payant. Donc, c'est peut-être la seule chose que j'ai payée, on va dire, pour accéder à des trucs un peu plus d'inside, on va dire, pour découvrir un peu plus en profondeur l'écosystème. Mais c'est le seul truc que j'ai fait, Ok. De toute manière, je pense que déjà avec YouTube, il y a tellement une masse d'informations. Tellement. Et après, ça dépend en fait. Soit tu vas prendre toutes les informations que tu as et essayer de trier, faire tes propres erreurs, et comme tout le monde, c'est normal. Et puis après, au moment où tu vas comprendre, et au final, ça sera beaucoup plus une expérience personnelle. Ou alors, il y a le truc du raccourci où tu vas peut-être rentrer plus dans les communautés, etc. Et alors, ça sera plus structuré. Et après, ça dépend, il y a un peu de tout, tu vois. Mais déjà, avec du gratuit, je pense qu'il y a largement de quoi faire. Et puis justement, on peut embrayer vers un sujet, du coup, un projet que vous avez. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. Du coup, pour parler de communauté, nous, c'est vrai qu'on s'est dit que ce soit pour la crypto, la finance traditionnelle, qu'il manquait une partie d'accompagnement, en fait, pour guider un peu les gens à utiliser leur argent, à mieux l'investir. Et c'est pour ça que du coup, on a décidé de créer Blossom Wealth. Et donc, Blossom Wealth, c'est vraiment une solution et un accompagnement pour aider les gens à mieux comprendre et utiliser leur argent. Et on fait ça en fait sous forme d'un Discord pour l'instant. L'idée c'est, on a un Discord, on donne accès à des outils financiers, on donne accès aussi à des calls weekly ou voire monthly avec différents experts, que ce soit dans le milieu des crypto-monnaies, de l'immobilier, sur plein de sujets, et aussi des événements physiques. Et pourquoi pas aussi deux, trois conseils, on va dire, sur comment se renseigner sur des produits ou ce genre de choses. Et l'idée c'est d'avoir un Discord communautaire où on fait toutes ces activités dedans. Voilà. Et je pense, c'est ça. En fait, le constat qu'on a fait, nous, c'est assez connu qu'en France, l'argent, c'est quand même très tabou de base. Et le constat qu'on a fait, nous, peut-être dans les personnes de notre tranche d'âge, donc c'est peut-être des potes d'école qu'on a eus, c'est qu'on arrive à une période où chacun commence un petit peu à rentrer dans sa vie, un peu d'adulte, si je peux dire, mais on commence à gagner un peu d'argent, on commence à avoir vie active, son travail et tout. Et c'est vrai qu'il y a ce côté éducation financière sur comment est-ce que j'organise ma vie pour, si je veux acheter ma maison dans 10 ans, comment je fais pour épargner correctement, qu'est-ce que je peux mettre de côté, qu'est-ce que je peux pas mettre de côté, comment le faire avec une sécurité. Et en fait, c'est ce penchant-là, ce gros manque en fait, d'informations qu'on a et qui est, je pense qu'il y a une vraie demande. Pour le coup, on s'est lancé parce qu'à la base, c'est des potes qui venaient nous voir ou des discussions qu'on a au bar en mode j'ai fait ça, ça m'intéresse. Ou même des gens, souvent aussi peut-être des héritages. Ça arrive. On a eu pas mal de gens autour de nous qui ont eu des héritages et qui nous demandaient, c'est vrai, je fais quoi avec cet argent? Et ils vont voir leur banquier, mais sauf que le problème, c'est que le banquier, sans critiquer forcément, mais c'est qu'ils vont leur proposer des fonds, la moitié en fonds monétaires classiques. Forcément, des placements, ils vont prendre des grosses commissions parce qu'avant tout, c'est un vendeur et pas un conseiller financier. Son métier, c'est pas de te faire gagner de l'argent, c'est de faire gagner de l'argent à sa banque. Donc, c'est pas la meilleure personne pour te conseiller sur tes objectifs de vie par rapport à ton argent, quoi. Et puis je pense que c'est difficile de vraiment prendre une bonne décision, surtout quand tu as plein de gens qui te parlent un peu de tout. Et donc, vous, un peu, votre but, c'est que la personne comprenne vraiment ce qu'elle fait et sa propre expertise, quoi. C'est vraiment, c'est pas vous prenez son argent et vous l'investissez, quoi. Non, on veut pas faire de la gestion d'argent ou de fonds. L'idée, c'est vraiment, déjà, on va lui expliquer déjà l'argent un peu comment ça fonctionne et comment aujourd'hui l'argent on peut le faire travailler sans forcément, on va dire, avoir des stratégies super compliquées.
et aussi de pouvoir rendre la personne autonome et elle-même qu'elle puisse aider des nouvelles personnes dans son entourage. Et du coup, là, on parlait beaucoup de crypto, mais ça s'adresse vraiment que niveau crypto ou aussi vraiment tout l'aspect finance traditionnelle, etc. Pour le coup, on fait tout. Parce qu'en fait, on veut s'adresser à monsieur tout le monde, si je peux dire, qui mène sa petite vie tranquille, qui gagne son salaire, qui a son travail, ça lui plaît, sa vie lui plaît. Mais il y a quand même une façon, il faut s'intéresser à ses finances personnelles, à comment gérer son argent. C'est trop important pour le léguer à quelqu'un d'autre, pour laisser le banquier ou faire quoi que ce soit. Donc, juste, on donne les clés en fait, à ces personnes pour qu'elles se mettent en place en fait, leur propre façon d'investir qui leur corresponde au mieux par rapport à leurs objectifs et que ce soit carré, qu'il n'y ait pas pour qu'on puisse dormir sur ses deux oreilles tous les soirs. Tu vois, c'est vraiment... et nous, on est là pour accompagner et leur montrer comment est-ce qu'on réalise les étapes en fait, pour mettre en place un processus sain et sécure, quoi. Et juste pour rajouter, du coup, ça va de l'ETF, action, crypto, peu importe. On a des gens qui sont un peu plus spécialisés. C'est vrai que moi, du coup, je m'occupe plus de une partie crypto. On a quelqu'un qui est plus côté ETF, ce genre de choses. Mais c'est vrai que... Mais voilà, c'est assez ouvert quoi, comme possibilité. Ok, et du coup au niveau du nom, tu peux expliquer un peu l'origine, comme ça permettra peut-être de... Alors du coup, donc, il s'appelle Blossom Wealth, du coup Blossom qui est fleurir et Wealth du coup tout ce qui est la richesse. Et du coup, nous l'idée c'était de bien montrer et présenter en fait l'évolution qu'on peut avoir quand on arrive sur notre plateforme. En fait, on arrive au début, on connaît pas forcément l'argent, et demain on va arriver à savoir comment s'en occuper, à savoir comment l'investir, et du coup on grandit un peu à la manière, on va dire, d'un bonbon. Ça. Ça fait référence, moi ce que j'aime bien dire, c'est que ça fait quand même aussi référence aux intérêts composés qu'on parle. C'est un peu mystique, mais c'est quand même très concret, c'est-à-dire que notre argent il travaille 24 heures sur 24, et quand on fait les choses bien, quand on le place correctement en fonction de ses objectifs, vraiment, on fait travailler notre argent. Et ce montant-là, en fait, grossit, fleurit en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'on construit ses projets. Et on va dire ses épargnes, en fait, sa richesse qu'on a mis de côté, c'est comme ça qu'elle grandit. Et donc c'est pour ça que cette idée de Blossom Wealth, en fait, se marie assez bien avec cette idée de faire un peu travailler son argent et l'exploiter, quoi. Okay. Si je peux rajouter un dernier point sur ce qu'on fait, l'idée c'est pas de dire aux gens demain vous allez passer des heures et des heures par mois à vous occuper de vos finances. L'idée c'est de dire avec un mécanisme automatique le plus simple possible, vous pouvez vous occuper de vos finances et continuer à faire votre vie et vos passions. L'idée c'est pas de devenir des professionnels dans la finance, c'est vraiment juste vous mettez quelques actions en place et après c'est bon. Vous allez faire une grande différence par rapport à tout le monde. Et ce sera juste le temps, la différence. Voilà. Ouais, okay. On est convaincu que c'est des règles simples, c'est un savoir-faire simple que chacun devrait appliquer dans sa vie, parce que c'est comme ça que fonctionne le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est comme ça que fonctionne l'argent, en fait. Et c'est des règles très simples, mais ça t'empêche... justement, c'est ce que tu dois faire pour pouvoir mener la vie que tu as envie de mener. Ok. Voilà, et du coup, pour l'instant, si j'ai bien compris, parce qu'on a un petit peu discuté avant, vous faites surtout ça pour l'instant avec un petit groupe de personnes qui sont vos proches, etc. C'est ça. Et par la suite, vous voulez vraiment l'ouvrir pour que tout le monde y ait accès. Comment est-ce que vous comptez faire ça? Est-ce que du coup, vous voulez un peu vous lancer sur les réseaux, faire de différentes manières pour que le plus de gens y aient accès, quoi? Alors là, l'idée, c'est donc pour l'instant, on est vraiment une communauté que d'amis et d'amis. Chaque fois, quelqu'un qui rejoint parce qu'il a entendu parler de ça. Donc, on doit être une 50aine à peu près. Et c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir vraiment se lancer totalement sur les réseaux, que ce soit Instagram, et faire du contenu, que ce soit du contenu long, apparaître aussi sur beaucoup de contenus longs pour pouvoir expliquer ce qu'on fait et pouvoir plus parler en fait de ce qu'on propose en détail. Et ensuite de pouvoir proposer différents abonnements sur notre plateforme. Okay. C'est ça, l'idée c'est, là la première étape c'est faire résonner un peu le discours qu'on a, c'est-à-dire que on est convaincu que les personnes, en tout cas de notre tranche d'âge, devraient s'intéresser à ces sujets-là, et en plus, plus tu commences tôt, plus tes résultats sont faciles à faire, on va dire, plus ils sont importants. C'est plus facile de changer tes habitudes de vie aussi pour mettre en place toute ta façon d'épargner, ta stratégie. Et donc, c'est surtout faire résonner ce discours, parce qu'on est quand même convaincu qu'il y a un public derrière, il y a des gens qui peuvent être très intéressés. Tous les potes de potes avec qui on a parlé, on commence quand même à avoir des gens qui sont intéressés, même si on ne les connaît pas personnellement. Donc, c'est que derrière, je pense qu'il y a aussi une demande en fait, par rapport à ça. Et donc, se lancer sur les réseaux, ça permettrait de diffuser un peu le discours qu'on a et
et pouvoir un peu impacter le plus de monde possible sur ces sujets, quoi. Ouais, de toute manière, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation et c'est un peu ça que vous voulez faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire, ne savent pas par où se lancer et tout. Et donc déjà, même de manière organique sur les réseaux et tout, il y a clairement de l'éducation à faire là-dessus. Et par la suite, pour aller plus loin, voilà, votre groupe et votre communauté. Il y a juste aussi un canal qu'on aimerait bien utiliser, c'est tout ce qui est les écoles. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Et nous, on a été dans ces écoles et on connaît des gens dans ces écoles. Et c'est vrai que eux, ils peuvent s'intéresser. Et il y a des associations, des fois, qui sont dedans, qui parlent de finances. Et pouvoir, en fait, faire des présentations, même des conférences directement via ces associations dans les écoles, ça pourrait être aussi un canal d'acquisition qui pourrait être pas mal. Parce que c'est vraiment des personnes qui vont rentrer dans la vie active et ça peut les intéresser de parler d'argent et ce genre de choses. Ouais, parce que toi, du coup, avant, tu avais une boîte blockchain vulgarisator qui faisait vraiment de la vulgarisation pour les entreprises, pour les écoles, etc. Et du coup, je pense que tu as ce recul-là de savoir comment éduquer les gens sur cette problématique, quoi. Alors oui, c'est ça. Bon, en fait, on l'a toujours, même si l'activité va un peu changer. Okay. Mais l'idée, c'est ça, c'est que nous, on vulgarisait la technologie blockchain de manière sur mesure, en fait, pour les différents secteurs. On est dans une école de chimie, on va parler de la blockchain dans la chimie. Dans une entreprise qui fait de l'électricité, par exemple, on va donner des exemples. Et c'est vrai que du coup, on peut faire ce lien, en fait, avec du coup, l'investissement. Parce que c'est vrai que dans les écoles, ils s'intéressent à ces sujets et surtout les étudiants, en fait, tout simplement. Donc, ouais. Ok. Bah, du coup, on va peut-être revenir un petit peu plus sur la partie crypto. Donc, toi, tu nous disais que tu avais beaucoup de BTC. C'était surtout ça, ton portefeuille? Au début, oui, beaucoup. Okay. En fait, j'ai un peu deux parties, on va dire, d'accumulation. Au tout début, quand je commençais un peu à découvrir un peu cet univers-là, à apprendre, j'achetais 3-4 crypto-monnaies max. C'était BTC, ETH, BNB. J'ai acheté du EGLD. Je suis le représentant EGLD. Et j'ai acheté du Flux aussi. Ok. Et donc j'ai fait un gros dessert, on va dire, au début sur ça, en même temps que j'apprenais. Et après, le marché il s'est un peu plus réveillé. Et je me suis un peu plus intéressé à d'autres projets plus petits ou des projets un peu plus naissants, récents. Et donc là, franchement, ça fait peut-être un bon 1 an et demi maintenant que j'achète plus du tout des BTC ETH, quoi. Okay. J'achète que des plus petits projets, des altcoins, quoi. Ouais, de toute façon, il y a le fameux le déversement de liquidités. Les liquidités, elles vont toujours des actifs les plus gros. C'est dans le marché traditionnel, c'est dans les cryptos, c'est partout où ça va des actifs les plus gros. Donc, dans les cryptos, le BTC, on peut voir que la première phase du cycle, c'est le BTC qui a surperformé toutes les cryptos. À part quelques exceptions, je sais pas, Solana ou des trucs comme ça. Si tu regardes le market cap juste des altcoins, le BTC a surperformé. Donc c'est sûr que c'est important et je pense que du coup tu l'as déjà bien compris de d'abord aller sur des grosses cryptos et puis petit à petit descendre sans non plus descendre à chaque fois 100% des BTC vers plus petits. Parce qu'à la fin tu te retrouves avec des shitcoins que tu n'arrives pas à vendre. Clairement, ça c'est un truc que je vais essayer de pas trop le faire, c'est de vendre mes bitcoins pour racheter d'autres plus petites, des petits altcoins parce que après, peut-être que j'ai un peu fait setup ma stratégie en fonction de mon cas, mais pour le coup, ce que j'ai mis en BTC ETH, si ça fait des nouveaux plus hauts et les stratégies que j'ai, normalement, ça rembourse la somme totale que j'ai mis dans les cryptos. Okay. Donc, c'était un peu, on va dire, sur le côté plus safe, où j'ai pris des risques par rapport au crédit que j'avais. Donc, j'ai un petit montant de ce crédit-là que j'ai mis là-dedans. Et je les ai mis que dans BTC ETH pour me dire, voilà, si ceux-là, ils font les performances qu'ils devraient faire, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas de nouvelle ATH, quand on croit dans les crypto-monnaies, bien sûr, mais... Si tu regardes les cycles de marché, les cycles ils sont existants, mine de rien. Et quand tu arrives au bon moment, tu te dis, voilà, je mets cette somme-là et je sais que ça va m'assurer, me sécuriser minimum le montant que j'ai mis au total. Quoi. Ok. Et juste, je voulais parler de ma répartition. Moi, c'est juste, j'ai 50% BTC, 20% ETH et le reste altcoin. Ok. Et j'ai beaucoup d'e-gold aussi parce que du coup, de base, moi, je viens de Elrond. Du coup, j'avais beaucoup d'essais à Elrond et je ne vendrai pas d'Elrond. Ah non. Là, c'est quoi genre pour la suite du cycle, t'es encore bullish? Non, je suis encore bullish. Après, moi, je pense que je suis un peu biaisé. Parce que c'est vrai que le fait d'être resté dessus et tout. Après, voilà, je me dis, de toute façon, c'est une petite partie, entre guillemets, de mon portefeuille. C'est pas très grave, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je crois en la technologie Elrond, malgré tout. Voilà. Et que c'est vrai que je pense... Aujourd'hui, il y a quand même des mises à jour qui sont faites par Benjamin, j'espère, qui va continuer. Mais en tout cas, ma target de vente, c'est pas le dernier ATH, en étant tout à fait honnête. Okay. Ma target de vente, elle est quand même plus à du 200, ce genre de choses.
Donc voilà. Après, j'ai pas acheté à 500 non plus, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je suis conscient et qu'il y a beaucoup d'alcoons qui vont pas refaire leur ATH, donc il faut en être conscient. On aura au moins des petits extraits pour le teaser. Ouais. Bon, non, mais non, c'est sûr. Et puis, je pense que dans les cryptos, on peut dire ce qu'on veut. Pour l'instant, c'est très spéculatif. On n'a pas encore un projet qui résout un vrai problème, un vrai manque et tout. C'est pas pour ça qu'il va performer, quoi. C'est vraiment beaucoup le marketing, la hype. Il y a tellement de facteurs, mais bon, tu peux le voir. Il y a des meme coins, des trucs qui soient dans le top 10. Tu vois, c'est vraiment très spéculatif pour l'instant, quoi. Quand tu vois des projets comme RNDR qui proposent des super solutions, mais qu'en réalité, les gens achètent du RNDR parce que c'est lié à l'IA, sans vraiment savoir. Donc en fait, on peut dire qu'il y a des projets qui solutionnent vraiment des problèmes. Donc là, c'est cloud computing décentralisé. Mais en réalité, les gens, c'est juste parce que c'est affilié à l'IA. Tu vas sur CoinMarketCap, tu vas dans IA, tu tombes sur ce coin et c'est tout. En réalité, c'est vrai. Hein. On a très peu d'utilisateurs et la majorité des TVL sur les produits, enfin sur les projets, c'est soit du stacking, mais c'est pas forcément beaucoup d'utilisation. Hein. Clairement. Après, je pense, on va pas blâmer les gens parce que on est tous là pour faire de l'argent, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, c'est ça. Je pense que, en tout cas, je pense que nous trois, on est quand même conscients des projets KDR, des technologies d'IA, et c'est hyper intéressant. Et je pense qu'on est aussi passionné par ce domaine parce qu'il y a des vraies technologies, des vraies innovations. Hein. Mais c'est quand même un stade où je pense que c'est peut-être pas assez mature et c'est rempli de tout et n'importe quoi, mine de rien. Et les gens sont pas là forcément des fois pour les bonnes raisons. Hein. Ouais, clairement. C'est pour ça que moi, je sais pas, il y a parfois des gens qui me demandent un petit peu, genre, tu vois, sur le long terme et tout. Moi, à part BTC, vraiment, je mets dans rien. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est BTC, ETH. Même un cycle, tu vois, genre dans 5 ans ou dans 10 ans, il y a même ETH. Moi, je suis pas forcément. Ok. D'accord. Tu garderais des BTC, toi, à la fin du prochain bull run ? Je vais essayer. Après, ça. Genre. Honnêtement, moi, je le ferai pas. Moi, je regarde. Moi, je vais en garder un peu toujours sur une ledger qui sera vraiment là sur du très long terme. Mais c'est sûr que tous les autres cryptos, il n'y a aucun monde où, après, peut-être que je vais rater ma sortie, hein, mais il n'y a aucun monde où j'ai envie de les garder pendant plusieurs cycles. C'est vrai, je comprends. Mais par contre, Bitcoin, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'avoir un Bitcoin qui traîne pendant longtemps, ça vaut le coup. C'est un peu l'image, ça. Avoir un Bitcoin sur une ledger. Mais tu sais, il faut le garder. Vraiment, et on le garde pendant 10 ans. Mais moi, c'était mon objectif à l'accumulation de ce cycle. Et j'ai eu mon BTC, j'ai eu un BTC complet vers les $25,000. Et je l'ai foutu sur une ledger. Bon, au final, j'en ai revendu un peu pour aller vendre de l'alcool. Mais c'est vrai que c'est un gros objectif quand même d'avoir un BTC, de le garder et de le garder vraiment sur le long terme. Parce que, clairement. Enfin, c'est vraiment. Après, vas-y, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment la réserve de valeur, c'est l'or 2.0. Je suis totalement d'accord là-dessus. Donc, ok, trop cool. Et du coup, vous avez déjà un peu une stratégie de sortie, ou alors vous dites, vous n'avez pas trop pour l'instant, ou alors vous avez un plan précis, comment ça se passe là-dessus ? Moi, j'ai une stratégie de sortie, c'est vraiment du Fibonacci. Du coup, vraiment les targets de la suite de Fibonacci, quoi. Et globalement, un peu réadapté, parce qu'avec les chiffres symboliques du genre des 100 000, et en gros, j'ai vraiment des ordres limites qui sont j'ai un ordre limite 80, un ordre limite 90, un truc comme ça, 100, et après, j'ai juste un moonbag, quoi. Vraiment, je suis pas. L'idée, c'est que, bon, honnêtement, mes ordres limites sont pas vraiment tout de suite faits parce que c'est encore sur des ledgers ou des trucs comme ça. Mais dans ma tête, c'est juste ça passe à ce prix-là, ça sera vendu. Et par contre, pour les alts, j'ai pas vraiment encore de stratégie posée. Ça dépendra du cycle. Donc voilà. Ok. Et toi ? Ouais, moi, c'est un peu pareil. J'ai voulu faire ça très carré, on va dire, pour BTC ETH. Et c'est pareil, j'ai des targets, mais moi je réfléchis plus en chiffres clés un peu. Par exemple, je sais que la target des 100 000 sur BTC, bien sûr. Elle est assez énorme. C'est-à-dire que tout le monde la voit venir, tu vois, tout le monde va l'attendre. Et du coup, moi je pense que je sortirai 90% de ce que j'ai juste avant les 100 000, quoi. Il y aura un truc à 95 ou 98, un truc comme ça. Après, je me laisserai forcément un moonbag, ça c'est sûr et certain. Sur toutes les cryptos que j'ai, je laisserai forcément un moonbag. Mais en tout cas, BTC ETH, je sais que j'ai des targets. ETH, c'est peut-être la target des 10 000, un peu, tu vois, qui fait un peu rêver. Donc, je sais que voilà, je vais vendre par palier un petit peu quand même. Je vais pas tout vendre d'un coup. Mais je sais que voilà, ce palier, en tout cas, des 100 000 sur BTC, moi, c'est un peu. J'ai un peu peur de savoir ce qui va se passer après. Et donc, je préfère sortir une très, très grande partie. Et après, les altcoins, je fais un peu de différenciation entre ceux qui ont déjà vécu un bull run et les nouveaux. Ouais, bien sûr, très important. Et pour les anciens, c'est un peu difficile, c'est un peu du cas par cas, mais
C'est vrai que l'ATH, j'y crois très peu. Il y en a certains, on parlait de EGLD. Tous les anciens top 10, moi, j'y crois pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai, je pense, 0, j'en ai peut-être quelques, mais j'ai très peu d'altcoins qui ont déjà vécu en cycle. En fait, moi, c'est des altcoins que j'ai achetés au début. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux altcoins, mais que il n'y avait pas encore les nouveaux projets qu'on a maintenant, tu vois. Toutes les nouvelles... toutes les nouvelles hype autour de l'IA ou du computing décentralisé, enfin tout ça, ça n'existait pas en fait quand j'achetais les atomes, les GLD. Mais du coup, j'ai différencié ça. Et après, pour les nouveaux altcoins de maintenant, c'est vrai que je pense, pareil, jouer sur les cyclicités. Hein. C'est-à-dire que je regardais énormément des graphiques où... c'est vrai qu'on est quand même pas mal là-dessus. Donc en vrai, ça aide quand tu fais pas mal de trading. En vrai, ça aide à mieux comprendre un peu les cycles et à savoir... On est assez à l'aise avec les graphiques de manière générale. Et c'est vrai qu'il y a des graphiques qui parlent, quoi. Où tu as des indicateurs, où tu vois bien que là, c'est BTC-ETH qui prend. Et après, tu vois quand ça se redéverse sur tout le reste des altcoins. Et donc, une cyclicité... Enfin, moi, demain, si BTC il dépasse les 100 000, que ça stabilise et que derrière, j'ai tous les altcoins qui font x5... Bon, là, tu sais que je vais commencer à vendre parce que si en plus j'ai mon coiffeur qui me dit t'as vu le Bitcoin là, voilà, le fameux coiffeur. C'est ça, vraiment, clairement. Mais je pense que c'est un des meilleurs éducateurs qu'on peut avoir aussi. Hein. Faut tout prendre en fait. Ok. Et du coup, vous parlez un peu de trading avant. Vous faites aussi du trading ou alors pas forcément? Alors, rapidement. Enfin, en fait, non, en vrai, on en a fait pas mal. Moi, c'est vraiment, j'ai commencé du coup avec Alan aussi, nous deux. Moi, je me suis formé pendant 6 mois à fond. C'est vrai que là j'ai un peu arrêté parce que j'étais en stage à côté et que je travaillais pas mal sur autre chose. Mais j'ai fait pas mal de trading pendant 6 mois. Et à la fin j'arrivais à avoir un bon niveau quand même, au moins de compréhension du marché, ce genre de choses. Globalement j'ai toujours fait, pas forcément du paper, mais des sommes qui étaient vraiment ridicules, histoire juste de s'entraîner. Donc j'ai bien aimé surtout la partie, du coup maintenant j'arrive à mieux comprendre le marché, plus que pour faire du trading. Parce que je trouve que faire du trading ça demande trop d'énergie tout le temps. C'est un métier quoi. C'est ça. C'est clairement un métier. Tout le temps. Et par contre je suis plus swing comme toi. C'est-à-dire, je sais pas si j'avais vu que tu en faisais un peu peut-être, mais c'était le côté plus, des fois ça peut m'arriver d'ouvrir une position très large sur un mois ou ce genre de choses. Après, moi pour revenir à ça, c'est pas vrai. En fait c'est pas vraiment du swing parce que là c'est juste que c'est en trade long terme. Mais moi, je vois, le gros problème des débutants, c'est qu'ils ont une mauvaise... ils comprennent mal le levier, en fait. Oui, c'est le plus gros problème, c'est le levier. Vraiment. Je pense que le plus gros problème, c'est le levier et revendre à la fin du boulot. Oui. Et le levier, les gens, ils se disent, je vais mettre en levier x2, je vais faire 2 fois plus de gains. Mais tu vas perdre 2 fois plus vite aussi. C'est pas fait pour ça, en fait. Après, je dis ça, mais moi aussi, j'ai fait des erreurs et c'est ça qui m'a permis d'apprendre. Je sais pas si vous aussi, vous avez fait petit levier x100, tranquille. x100, je vois, j'ai jamais fait. Levier x100, tu te dis, je mets 10 €, c'est pas mal. Mais quand t'es au casino, tu jettes des billes, quoi. Et non, mais après, c'est vrai que du coup, moi, pour revenir à ce truc-là, c'est juste que moi, je vois vraiment le levier. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo qui va sortir. Je vous la mets là si jamais vous l'avez pas vue. Il y a une vidéo qui va sortir sur les leviers et la réelle utilité parce que moi, le levier, je le vois vraiment. Il y a plusieurs manières, mais une grosse manière, et c'est pour ça que j'ai lancé un gros trade en levier, c'est que je garde une partie de mon capital en banque. Et du coup, le capital, je l'ai, mais sur notre plateforme. Donc, ça me permet juste de me sécuriser et avec le levier, réatteindre ma position initiale. En fait, c'est juste avoir une plus grosse position avec une somme d'argent plus petite. Et ça te permet de garder de la liquidité. C'est fait pour ça. C'est ça. Ou te diversifier, mettre sur des cold wallets et de juste garder un peu sur des exchanges. Et je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui voient ça, le levier, comme un truc magique et tout. Mais en soi, c'est un peu similaire à un prêt à la banque. Vous allez demander de l'argent à l'exchange. Et l'exchange, il va jamais être perdant. Parce que si c'est un levier x2, à la moitié, vous êtes liquidé. L'exchange, il va reprendre sa part, puis une petite commission. Et de toute façon, il faut se rappeler toujours que c'est quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Hein. Donc si tu perds, il y a quelqu'un qui gagne. Et lui, l'exchange, il prend juste des frais. Donc, donc les exchanges sont toujours gagnants. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'investis pas mal, notamment dans le BGB. Moi aussi. Oui, t'en parles du BGB. J'en parle beaucoup. Mais c'est parce que vraiment, c'est même pas parce que je suis c'est pas parce que j'ai un lien d'affiliation ou quoi, mais c'est juste parce que tu regardes les tokens d'exchange, le BNB, etc. C'est vrai. Pour moi, le BGB, c'est le BNB en 2019. Puis, je trouve que ce qui est très fort, c'est souvent, c'est les premières couches que découvrent les gens qui rentrent dans ce milieu-là. Ils passent par des plateformes comme Binance, comme certainement Bitgate. Surtout le marketing, ils ont très bon marketing. Surtout les exchanges, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils backent beaucoup leurs tokens. Donc en fait, ils réinvestissent beaucoup dedans. Et donc c'est vrai que ça, c'est un bon investissement.
Voilà, faut juste pas avoir un FTX, quoi, mais oui. Exactement. Il y a des risques, mais globalement, je trouve que c'est un bon investissement, c'est une partie de son wallet à avoir. Moi, c'est vrai que j'ai pas de BGB parce que je crois qu'on peut l'avoir que sur BitGet, non? Et c'est vrai que j'avais juste la flemme de refaire un BitGet. J'ai pas de BitGet pour l'instant, mais d'ailleurs, je vais en refaire un parce que depuis que notre ami Bybit a fermé. C'est pas mon lien. Je vais passer. Mais ouais, c'est vrai que. Bonne idée, je pense, de s'intéresser aux tokens de plateforme. Ouais, bah, c'est sûr. Après, il y a toujours des risques. Mais moi, ayant quand même une petite notion dans le trading et tout, je vois vraiment tout en mode risk-reward, tu vois. Ouais. Et là, je vois ça qu'il faut le voir. Bah, c'est clairement comme ça qu'il faut le voir. Il faut être assez rationnel. Et quand tu regardes les exchanges, souvent, quand il y a des problèmes, c'est dans les pires phases de marché. C'est-à-dire FTX, c'était quand il crash. Alors que si, normalement, tu vois, c'est quand tout va bien, quand il y a de la liquidité qui rentre et tout, souvent, il n'y a pas de problème. Ou alors, ils sont cachés ou quoi, mais ça se voit pas trop. Et du coup, si tu arrives à bien faire ton cycle, à sortir, etc., progressivement, franchement, les tokens de plateforme, moi, c'est quelque chose que je regarde assez fort. Et si on regarde sur le marché, surtout en France et tout, au niveau des exchanges, il n'y a pas tellement d'exchanges qui ont des cryptos, tu vois. Il y avait le Bybit, mais bon, il était pas... Sur le marché français, tu dis? Marché global. Ah oui, ok. Ouais, français en mode Upson et tout. Oui, c'est vrai que des gros, il y en a pas énormément. Coinhouse, mais pas très gros. Ils ont un token de... Ah non, ils ont pas sorti. Ah non, peut-être je dis n'importe quoi alors. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas très capitalisé. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que pour moi, c'est la base, c'est regarder les cycles de marché. Quand le marché va bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes sur des plateformes comme ça. Et surtout, en ce moment, dans le marché, clairement, c'est les exchanges qui ont plus d'argent. Faut le dire. Et même, c'est vraiment eux, c'est le casino, quoi. C'est eux qui gagnent toujours, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux calculer, quoi. Parce que, je suis pas sur un lien, mais c'est vrai que dans le milieu de la blockchain, aujourd'hui, déjà, c'est les cryptos qui capitalisent le plus d'argent, mais c'est vrai que les exchanges, aujourd'hui, il y a vraiment des grosses sommes qui passent par là. Donc, ouais. Ouais, c'est sûr. Ok. Et du coup, je sais bien, on parlait un peu de narrative avant, que surtout les gens, ils suivent les narratives. Est-ce que vous, il y a des narratifs que vous suivez vraiment fort, je sais pas, IA, RWA, tout ce qu'on entend, ou alors des trucs un peu moins méconnus ou quoi? Moi, en toute honnêteté, je suis très fan du RWA, mais j'ai pas encore un token. En fait, je suis très fan du RWA dans le concept, mais je pense qu'on n'est pas encore arrivé au stade de la crypto-monnaie est vraiment installée installer vraiment le RWA, quoi. De toute façon, sur très peu de narratifs. Oui. Mais tu vois, par exemple, moi, des projets comme Realty, je suis depuis super longtemps. Aussi, j'avais suivi pas mal de projets, du coup, eux en France, qui voulaient lancer leur Realty, entre guillemets. Le problème, c'est qu'en France, c'est très compliqué à faire. Mais moi, j'adore ce concept-là. Peut-être tu peux expliquer, je sais pas si des gens qui savent pas trop ce que c'est Realty. Realty, en fait, c'est de l'immobilier tokenisé. Donc en fait, on a un bien immobilier qui vaut une certaine somme. Ce bien est découpé en token qui est donc émis sur une blockchain. Et en fait, chaque personne, à hauteur de minimum $50, peut acheter une partie d'un bien immobilier. Et ce bien immobilier, on peut avoir son adresse, on a un contrat qu'on signe. Et donc, on possède en fait un bien et on reçoit toutes les 2 semaines les loyers en fait du bien qu'on a acheté. Très bonne pub. Je pense que Realty vont te contacter. Il y a un petit billet qui va passer là. Ok. Non. C'est vrai que. Et toi, je sais pas au niveau des narratifs si. RWA, pas mal aussi. Enfin, je trouve. C'est là où je verrais peut-être la narrative qui a le plus d'utilité dans l'instant T, on va dire, dans notre monde. Et je trouve que c'est une des premières vraies passerelles qu'on trouve un peu crédible par rapport au monde qu'on connaît, quoi. Et IA aussi, j'aime bien. Franchement, comment dire, c'est pas très original, mais je trouve que il y a des très bons projets en vrai, parce que il peut y avoir de l'IA dans tout et n'importe quoi, mais c'est qu'il y a quelques projets qui l'utilisent vraiment dans des bons endroits, des bons setups, et c'est que ça peut être vraiment intéressant, quoi. C'est sûr que c'est un peu un buzzword, mais en vrai c'est un peu le password quand même. Mais oui, c'est comme ça. Bien sûr. Ça dépend ce que tu cherches. Un projet qui a vraiment une utilité ou quoi, ou alors un projet qui va juste bien performer durant le bull run, quoi. Et c'est sûr que si tu regardes les narratifs, c'est souvent les mêmes qui reviennent en soi. C'est IA, RWA, Dépine un peu. Gaming, ça revient. Gaming, moi, je suis pas fan pour avoir fait un jeu en plus. Gaming, je pense qu'on n'a pas encore trouvé le product market fit, quoi, parce que vraiment. Il y a beaucoup. En fait, ça fait souvent des bulles, quoi, en fait, en réalité. Donc, je trouve que c'est un peu compliqué d'avoir une tokenomics qui est bien. Qui régit bien le jeu, quoi, en fait. Vraiment. Qui s'associe avec le jeu. En fait, il faudrait un truc un peu à la Call of, en mode un marché secondaire, tu vois, avec des tokens et tout. Mais pour ça, il faut vraiment avoir un jeu, genre en AAA, un truc que les gens utilisent et ils voient pas la blockchain derrière. Et ça, pour l'instant, tous les jeux. C'est pas. C'est des trucs 2D, t'as pas envie de jouer. Mais je pense que ça arrivera. Mais c'est juste, je pense que c'est pas encore le. C'est pas le cycle.
France, c'est pas le cycle. Et juste pour parler d'immobilier, enfin pas d'immobilier, mais de token de RWA, un truc moi que je trouve super par exemple, c'est tout ce qui est musique aussi tokenisée. Je sais pas si tu as suivi un peu, mais le projet comme Bolero, moi c'était des trucs vraiment où je trouve qu'on apporte vraiment quelque chose, un intérêt en fait, en fait à la blockchain dans un nouveau secteur. Et bon voilà. Mais c'est un peu le même principe, si je me trompe pas, en tout cas moi j'avais vu un truc comme ça, comme NFT quoi. Où, du coup, tu as une commission à chaque fois, il y a des frais. Sur les masters, les mastering, donc il y a les voix, il y a les, je crois que c'est sur les textes aussi peut-être, mais du coup tu touches. Mais en plus, ça permet aussi en fait de peut-être aussi financer des artistes, ce genre de choses. Et ça, je trouve ça intéressant. Clairement. Et je trouve qu'on n'a pas encore beaucoup de projets. On se base beaucoup sur l'immobilier ou ce genre de choses. Et en fait, je pense qu'on pourrait vraiment trouver plein d'autres secteurs où ça serait possible de créer en fait des investissements pour les personnes comme nous dans plein d'autres secteurs. Ouais, c'est sûr. De toute façon, il faut le temps, même si les cryptos, c'est par rapport au marché tradi, il faut un peu de temps et tout. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus les instituts qui commencent à arriver dans le marché crypto, notamment avec les ETF, avec BlackRock, énormément d'institutionnels. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que ça va donner une direction un peu différente au bull run? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont à chaque fois en mode le bull run, le cycle, celui-ci, ça va être différent des autres. Ça va pas être, il va y avoir un super cycle, ou plein de trucs comme ça. Est-ce que vous avez une vision comment par rapport aux institutionnels qui arrivent sur le marché? Alors, moi, juste ma petite vision, elle est très simple, c'est que j'ai toujours l'impression qu'on dit que ça va être différent et au final, ça se passe toujours pareil. Clairement. La psychologie ne change pas. C'est vraiment tout ça. En fait, on a toujours l'impression, et c'est au moment où on pense que ça va être différent qu'on fait la connerie de vendre ou de faire ce genre de choses. Et après, je veux dire, c'est comme là, il n'y a pas longtemps, là, quand on a touché 50 000, un truc comme ça, il n'y a pas si longtemps, là. 48 000. Ouais, voilà. Mais en fait, voilà, c'est toujours pareil. Donc moi, c'est vraiment, pour moi, je pense que ça va pas changer grand-chose. Voilà. Moi, je pense que c'est que du bénéf, en vrai. Enfin, ça peut que apporter du bon. Pour moi, plus il y a d'acteurs qui rentrent, plus il y a d'argent, plus le marché va grossir. Donc, plus les capitalisations vont monter. Après, bien évidemment, pas tout le monde va monter. Peut-être, il y aura des projets qui vont plus ou moins bien marcher. Mais si tu diversifies correctement et que tu vises un marché long terme, etc., il n'y a pas de raison que ce soit pas bénéfique, en fait. Moi, comme seul inconvénient, je vois un peu le fait que ça centralise un peu plus les acteurs de marché qui prennent plus de place. Mais après, ça dépend comment c'est fait. Et c'est toujours le problème des ETF, tu vois. C'est qui détient? Est-ce que c'est le gars qui détient l'ETF ou si c'est l'ETF en lui-même, tu vois. Mais bon, là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais je pense que la psychologie humaine, elle reste la même et que les cycles, même s'il y a des instituts qui rentrent, faut pas croire que les instituts, c'est des gens, assez similaires à nous, quoi. C'est des humains, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est sûr que c'est assez similaire. Oui, c'est juste qu'il y aura des whales, ce sera les whales entre guillemets, les instituts avec les ETF et voilà, on va dire que ça va pas changer grand chose, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Et est-ce que vous pensez que les cryptos, surtout aussi le BTC, arrivera à un niveau un peu fiat un jour, genre, où vraiment on l'utilisera dans la vie de tous les jours? C'est la question. Moi, c'est un peu mon rêve. Ah ouais? C'est mon rêve parce que là, en fait, c'est un peu dans la période du temps où je réfléchis un peu, une fois que je serai un peu sorti de ce bull run, que j'aurai normalement gagné de l'argent, si tout se passe bien. Mais qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Et je sais que moi, je suis dans une optique où je construis un peu mon portefeuille, en fait. Et je sais que c'est pas quelque chose que je vais vouloir dépenser, peut-être, mais au moins pouvoir le réinvestir ou le réutiliser différemment. Et aujourd'hui, c'est quand même très bloqué. Enfin, c'est-à-dire que dès que tu sors des cryptos, on te prend de l'argent, même si tu veux pas le dépenser. Enfin, et du coup, j'espère que demain sera beaucoup plus fluide en fait sur ces échanges de cryptos par rapport à notre monde dans lequel on vit. Et j'espère que ça sera mieux, quoi. Donc moi, je pense qu'il va y avoir deux écoles. C'est vraiment les gens qui vont être pour, les gens qui vont être contre. De toute façon, on le voit déjà. Hein. Là, déjà, je sais pas, il y a eu une news il y a pas longtemps là, un salarié à Dubaï qui a été payé par exemple en crypto, ce genre de choses. Ça arrive de plus en plus dans différents pays. Et je me dis, tu vois, même là aux États-Unis, il y a toute la question de, c'est vraiment un argument dans la campagne américaine, mais c'est vrai que ça devient un vrai sujet. Et je pense que il va y avoir certains pays qui pourront faire des échanges avec du Bitcoin, quoi. Donc, que ça soit, tu vois, il y a l'exemple du Salvador, mais même pas forcément, tu vois. Je pense qu'il y a quand même des pays, ça serait intéressant pour eux de le faire pour des raisons de frais, pour des raisons de dédollarisation, ce genre de choses, quoi. Ouais, et d'ailleurs, tu parlais des élections du coup, qui vont arriver, si je ne me trompe pas, en novembre, en fin d'année. Vous pensez que ça va avoir un impact après, je pense que c'est surtout beaucoup tu vois, du marketing. En fait, moi, je pense que le problème, même on le voit dans la finance de manière générale, c'est qu'aujourd'hui, la finance, elle est très corrélée avec la politique. Et les news, quoi. Et le truc, c'est que ça rajoute de la volatilité pour pas grand-chose.
Et c'est dommage parce que moi, j'écoute vachement de gens qui ont fait de la finance même il y a longtemps, à des époques avant les années 2000, et c'était pas le cas en fait. Ils racontaient que les acteurs dans le monde de la finance savaient de quoi ils parlaient, quoi. Alors que là, c'est mélangé en fait avec des news, de la politique. Enfin, il n'y a pas de raison. En fait, il y a des nouveaux acteurs qui sont entrés un peu en jeu et qui ont pris plus de place, alors que c'est pas forcément les plus légitimes, on va dire, dans ce milieu-là. Et c'est vrai que ça fout un peu de bordel. Mais bon, après... c'est sûr qu'en tant que, on va dire, un peu crypto bro et tout, on voit les gouvernements et la politique et tout, en mode, c'est juste des freins, tu vois, ils vont juste nous freiner et tout. Après, je pense que c'est un peu une étape obligatoire, quoi. Si on veut continuer à s'expander et tout, on peut pas toujours faire nos petits trucs dans notre coin. Non, mais je dis pas qu'ils doivent pas venir, tu vois. J'ai juste qu'il y a des... bien sûr. Il y a des façons de faire, en fait, sur des marchés où ça a toujours tourné comme ça. Et c'est vrai que des fois, c'est vrai qu'il y a des choses où ils se permettent un peu de changer les règles sans raison. Et je pense que du coup, comme ça a été le cas dans plein d'autres secteurs, même de la finance traditionnelle, et c'est pour ça que maintenant on fait beaucoup plus attention à eux, parce que peut-être qu'ils ont en fait cet impact. Après, peut-être, je sais pas si ça va rester comme ça, ou peut-être qu'il y aura une période, peut-être que dans 20 ans, on est dans un monde où les politiciens, ils ont beaucoup moins de place dans différents secteurs, et ce sera moins le cas. Mais c'est vrai que pour l'instant, Ok. Moi, je pense que les élections américaines, je sais pas si ça va faire grand-chose. Parce que... Mais en fait, le truc, c'est que... Non, en tout cas, au niveau des cryptos. Parce que, en fait, il y a un truc, on est un peu biaisé, parce que tous les jours, on voit, on a tous les influenceurs crypto sur Twitter, ce genre de choses, qui nous donnent, dès qu'il y a une info en crypto, en politique, on a l'impression que en fait, la politique parle que de crypto-monnaie aux États-Unis. Alors qu'en réalité, je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Alors oui, ça risque de peut-être faire une petite hausse, ce genre de choses, mais en réalité, je pense que c'est vraiment un centième des sujets sur lesquels tu vois, les politiques parlent, quoi. Parce que vraiment, je pense que nous, on voit, parce que tous les influenceurs parlent du coup, dès qu'il y a une ligne, un truc sur les cryptos. Mais je pense que oui, on est quand même sur une bonne tendance, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus même de démocrates qui commencent à limiter un peu les lois contre les cryptos, ce genre de choses. Donc je pense que c'est que du bon. De toute façon, il y a l'adage très connu, by the rumor, sell the news. Et je pense, tu vois, dans le cas des élections, là, on a Donald Trump qui est vraiment en mode pro-crypto. Mais je pense que dans tous les cas, même si c'est lui qui est élu ou quoi, ça va pas changer grand chose. Il va pas mettre plein de choses en place. Je pense pas qu'il est fan de crypto-monnaie. Je pense qu'il récupère une audience. Exactement. Mais dans tous les cas, ça peut pas être négatif pour les cryptos. Soit ça sera neutre, soit ça sera positif. Mais je vois pas quelque chose qui va être, être négatif. Tu vois. Je pense pas. J'ai préparé un petit truc qui peut être sympa. En gros, je vais vous poser des petites questions. C'est très rapide, il faut répondre vraiment un peu au tac au tac. La crypto que tu n'achèteras jamais. ADA. EGLD. Ah bah, ça va. La première crypto que tu as achetée. Bitcoin. ETH, ça devait être. La dernière crypto que tu as achetée. ETH. Ondo. La plateforme d'exchange que tu utilises le plus. Bybit, malheureusement. Que tu utilisais donc. Ouais, j'utilisais. BitGet. Le wallet que tu utilises le plus. MetaMask. Rabi Wallet. Pour moi, la blockchain la plus performante, c'est Hashbar. C'est pas en performant dans quel sens, mais je dirais Bitcoin. Pour moi, la narrative qui a le plus de potentiel au prochain bull run, c'est IA. Hein. Ouais, IA. Le site que j'utilise le plus souvent pour les cryptos, c'est CoinAnalyse. CryptoRank. Le meilleur moyen pour s'informer sur les cryptos, c'est La Forge Crypto. Let's go. Twitter, ouais. Le meilleur endroit pour cacher sa seed phrase, c'est de pas en avoir. De Ledger et tu brûles la seed phrase. Enterré dans le jardin. La pire erreur à faire en crypto. Faire un crédit. Ne pas avoir de plan de sortie. C'est vraiment le cas. Le meilleur moment pour acheter des cryptos. Quand ça chute. Hein. Dans la phase d'accumulation. Mais donc, le meilleur moment pour les vendre, c'est après 80 000. Quand ton coiffeur en parle. C'est vrai. Selon moi, dans 1 an, le Bitcoin, il sera... Allez, je vais dire 110. Putain, 1 an, c'est vraiment c'est bonne dur. target, quoi. C'est allez, dur. je vais être un peu plus bullish, je dirais 130. Et dans 10 ans, je paye mon café en euros, hein. Je pense. Hein. À mon avis, moi, je pense que ça sera une crypto, mais qu'on connaît pas encore. Ouais. Mais si, allez, je vais dire BTC. En CBDC. Carré. Bah écoute, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. En tout cas, c'était très cool. Est-ce que vous avez un endroit pour diriger les gens, je sais pas, vers une communauté? On a un Instagram. Okay. On a créé un Instagram. Il est très récent. Très peu d'abonnés, mais c'est... Et après, sur Instagram, il y a le lien directement du Discord sur lequel, où tout se passe, du coup. Ok, bah écoute, je mettrai tout ça en description. Comme ça, merci. Les gens merci beaucoup de nous avoir invités, c'était très sympa. Cool. Pas de soucis. Et voilà, okay. On se retrouve là-bas. Allez, ça marche. Allez, ciao.